Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chakali, je suis journaliste, je suis indépendant et je suis mauritanien. Je rentre comme ça dans ce studio YouTube, un peu fatigué parce que je reviens d'un petit déplacement. J'étais dans un ministère. Et dans un ministère, et je suis passé dans ce ministère parce que je voulais bien rencontrer un ministre. Un ministre que je cherche à rencontrer depuis plus d'un mois. Je viens et à chaque fois que je viens, je suis très gentiment accueilli et on m'explique chaque fois les raisons pour lesquelles je n'ai pas encore obtenu la réponse pour le rendez-vous que je demande avec le ministre. Donc, je suis rentré dans mon bureau un peu fatigué, mais cette dernière fois, en écoutant attentivement la personne qui est en charge du protocole du ministre, ça a déclenché chez moi un déclic qui va me faire vous raconter une anecdote. Les années 78, le centre médical de Sebra était en construction. C'était un projet de Croissant-Rouge mauritanien qui était financé par un pays nordique. Et évidemment, comme tout marché, les travaux devaient se terminer à une date qui était précisée. Mais donc à cette date, les travaux n'étaient pas achevés. Et ils se sont bloqués. Les travaux se sont bloqués parce que c'est tout à fait normal qu'ils se bloquent parce que l'entreprise qui a gagné le marché n'avait pas d'argent pour continuer. Et donc ne pouvait pas honorer ses engagements par rapport à la date fixée préalablement. Donc, cette entreprise courait derrière 3 mois après la date qui était prévue pour la remise. Elle n'était pas achevée. 6 mois n'était toujours pas achevé. Une année n'était toujours pas achevée. Mais il se trouve que le pays qui a financé donc la construction de ce centre pour le compte du Croissant-Rouge mauritanien avait envoyé donc une coopération sanitaire ici pour travailler dans le centre. Parce que on lui aurait dit dans une correspondance que le chantier allait s'achever dans les délais prévus. Et après une autre lettre pour dire que malheureusement il y a un retard de 3 mois. Et puis. En tout cas, le pays qui a financé le projet avait signé un contrat avec un certain nombre donc, de coopérants qui devaient travailler dans le centre. Et le centre n'était pas achevé. Mais en tout cas, le pays qui a financé le projet avait envoyé donc une coopérante de ce pays pour travailler dans le centre parce qu'elle avait reçu la confirmation que dans 3 mois, les travaux allaient s'achever. Elle était venue ici 3 mois, 6 mois et 1 année. Le centre n'était toujours pas achevé et la coopérante qui attendait un centre pour lequel son pays a donné un financement consistant était obligée de travailler dans une baraque. J'étais son vis-à-vis et un jour,
le ministre de la Santé, dont je vais taire le nom, était venu pour constater les avancements des travaux dans le centre. Parce que peut-être que des correspondances diplomatiques avaient commencé quand même à s'inquiéter pour la mise en fonction de ce centre. Le ministre était venu donc en visite du centre et j'étais là, c'est normal que je sois là, j'étais journaliste, c'est mon travail. Mais en plus que j'étais journaliste, j'étais le vis-à-vis quand même de la coopération qui a financé le projet du centre médical de Sabra. Donc j'étais là. Après la visite, la coopérante de ce pays s'est approchée du ministre et lui a dit: Monsieur le ministre, comme elle était une jeune fille, elle était aussi très jolie, donc le ministre était peut-être même content de voir qu'elle s'adressait à lui. Il lui a dit: oui, mademoiselle. Et il lui a posé la question de savoir: monsieur le ministre, quand finalement ce centre pourrait commencer à fonctionner? Le ministre l'a regardé de façon méchante. Il lui a dit: qu'est-ce que vous avez dit, mademoiselle? Et elle a répété, elle a dit: monsieur le ministre, je voulais juste savoir quand finalement ce centre pourrait fonctionner. Je crois que c'est ce mot-là, finalement, qui a vexé le ministre, parce qu'il n'a pas répondu à la question de la jeune femme. Et le lendemain, quand je suis venu au bureau, il m'a été demandé de notifier à cette coopérante qu'elle devait retourner dans son pays. Évidemment que moi, je savais pourquoi elle devait retourner dans son pays, mais elle ne savait pas. Donc, je suis venu la voir et je lui ai dit qu'elle devait rentrer dans son pays, qu'il était mis fin à sa mission en Mauritanie. Alors, elle qui ne s'attendait pas à ça, c'était une surprise pour elle, elle m'a dit: et pourquoi? J'ai dit: parce que vous avez posé une question au ministre. Elle dit: mais qu'est-ce qu'il y a de mal à poser une question au ministre? J'ai dit: il n'y a pas de mal. Parce que j'étais là et j'ai bien entendu la question. Rien, pas de mal. Quand une coopérante pose la question au ministre de savoir quand le centre pourra être fonctionnel, un centre pour lequel son pays, le contribuable de son pays a donné de l'argent, le ministre n'était pas content. Je ne pouvais pas réellement ne pas me justifier ou ne pas lui donner une raison. Je lui ai dit: écoutez, la question que vous avez posée hier au ministre est la raison pour laquelle il est mis fin à votre mission en Mauritanie. Il m'a dit: mais comment? Parce que je lui ai posé une question? J'ai dit: oui, parce que vous lui avez posé une question. Elle m'a dit: mais chez nous, dans notre pays, on lance au visage d'un ministre un nœud pourri. Il n'y a pas de conséquences. J'ai dit: vous êtes chez vous là-bas. Ici, vous êtes chez nous. Elle a dit: comme ça. Vos ministres sont comme ça, et que nos ministres sont comme ça. Et on ne leur pose pas des questions. Khroujoutov, parce que je me suis rappelé que le particulier de ce ministre là, du département dans lequel j'étais, très gentil, très agréable, il me reçoit, il me parle poliment et tout. Mais je sais que ce qu'il dit n'est pas vrai. Que je ne peux pas voir le ministre, qu'il ne peut pas dire au ministre que je veux le voir, qu'il ne peut pas transmettre une lettre de ma part au ministre. Nous ne sommes pas dans un pays nordique, nous sommes ici en Mauritanie. Bon, c'était juste une histoire pour casser le temps.
Et maintenant, nous allons reprendre ensemble le cours normal de cette émission. So Easy Beats. Donc, je reviens, comme promis, sur les élections présidentielles qui se pointent à l'horizon chez nous. Des élections pas comme les autres, qui se tiennent dans des circonstances un peu particulières. Donc, cette candidat en course, je l'ai dit dans la toute dernière chronique, cette candidat qui font la course donc au fauteuil présidentiel, un fauteuil occupé en ce moment par le président Ghazouani qui termine un premier mandat. Un fauteuil, il est fait pour un et pas pour deux. Donc, il faut que ce fauteuil soit occupé par une des personnes parmi les 7 candidats à la course à la présidentielle. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'attarder. Ça ne sert à rien d'ailleurs de s'attarder là-dessus parce que bon, ça nous apprend rien et ça n'apporte rien donc au débat sur la question. Je le disais, le président Ghazouani part favori. Il part favori parce que il est difficile de croire qu'il ne va pas être élu pour un second mandat. Pourquoi je l'ai dit? Parce que il se bat aussi. Il se bat aussi pour gagner ces élections, même si il n'a en réalité pas besoin de se battre. Parce que d'abord, il a l'artillerie lourde, ça c'est d'une part. D'autre part, il a un nombre de combattants très nombreux par rapport aux combattants des autres candidats en liste pour les présidentielles. Et parce que simplement, il n'y a aucune raison, pour certains gens précisément, que le président Ghazouani ne gagne pas pour un second mandat. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Ghazouani, il a son propre état-major. Donc son propre état-major politique qui est en charge d'une mission bien définie, celle de le reconduire pour un second mandat. Mais tous ceux qui vont rentrer dans la bataille pour faire gagner au président Ghazouani un second mandat, chacun se bat pour ses raisons personnelles. Il est poussé par des raisons qui lui sont personnelles. Tous n'ont pas les mêmes raisons. Il y a des politiciens qui se battent parce qu'ils veulent être reconduits dans l'instance suprême du parti INSA. Il y a des hommes d'affaires, il y a des fonctionnaires, il y a des responsables, et puis il y a le bas de gamme, c'est-à-dire nous autres, les simples citoyens qui avons chacun, pour une raison ou pour une autre, le choix à porter sur son candidat. Alors, j'ai dit pourquoi il part favori le président de la République. Il ne faut pas oublier que le président de la République, celui-là, l'actuel président, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, il faut d'abord dresser la liste des gens qui se battent pour lui. On ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles ils se battent pour lui, ce n'est pas important. Chacun se bat pour le président Ghazouani pour des raisons qui lui sont propres. Ils n'ont pas peut-être tous les mêmes raisons et ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Donc il ne faut pas oublier que d'abord, en tête de liste, il faut mettre les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires sont le soutien principal à tout président qui est au pouvoir. Que ce soit ici chez nous, que ce soit au Mali, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit au Cameroun
ou même au Portugal ou aux États-Unis d'Amérique, la règle est la même. Les hommes d'affaires se battent pour le président en place parce que les hommes d'affaires, ils vivent du président en place. Et le président en place, il vit politiquement des hommes d'affaires. Parce que ce sont eux qui ont les sous. Sans sous, on ne peut rien faire. Parce que le sou, c'est le nerf de la bataille. Donc si on n'a pas de sous, on ne peut rien faire. Ce sont les hommes d'affaires qui développent de l'argent. Moi, par exemple, si je veux soutenir, ou si je peux soutenir un parti, ou si je peux soutenir un candidat, pauvre que je suis, je peux lui donner un petit montant pour le soutenir, un montant symbolique. Mais un homme d'affaires, quand il se lance dans la bataille pour que un président soit élu, on ne parle plus de millions, on parle de milliards. Encore que ces milliards, ils ont été mis de côté par les hommes d'affaires pour que le président reprenne un nouveau mandat. Parce qu'eux, ils vivent des mandats des présidents. Ils vivent des mandats des présidents. Parce que, qu'ils soient opérateurs économiques, qu'ils soient hommes d'affaires, qu'ils soient chefs d'entreprise, ils vivent à l'ombre du pouvoir. Et aussi, le pouvoir, il vit à leur ombre, eux. Parce que ce sont des parties prenantes importantes dans le jeu des élections présidentielles, que ces élections se tiennent peu importe où, dans n'importe quel pays. C'est toujours la même chose. Donc, vous avez... Alors, on va citer un peu, d'abord, les généraux que le président Ghazouani n'a pas même demandé, il n'a pas demandé à ces généraux de se battre pour lui, mais ces généraux vont se battre pour lui parce qu'ils veulent être décorés à la fin de la bataille, chacun de sa manière. La décoration, ça peut être quoi? Ça peut être donc une reprise des relations entre ces personnes, s'ils sont hommes d'affaires, et le gouvernement en place, et puis ça peut être pour les autres une promotion. Et s'ils sont donc des cadres ou des fonctionnaires de l'État, ou seulement si c'est des chefs de tribu, ou chefs de fraction, ou des personnes influentes de l'intérieur du pays. Donc, des avantages qui peuvent leur être accordés. Donc, ce n'est pas la peine qu'on rentre dans ces détails, sinon on ne s'en sort plus. Donc, vous avez le président qui sera soutenu certainement par les hommes d'affaires, il sera soutenu aussi par les membres du gouvernement, les ministres, parce que les ministres, ils ont bien raison de se battre pour le président, parce qu'ils sont des ministres. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être ministre. Et puis, quand on est ministre, on a derrière soi une puissance qui peut être la région, qui peut être la tribu, qui peut être la fraction, qui peut être simplement la caste. Donc, vous avez en plus donc des hommes d'affaires, des membres du gouvernement, vous avez les chefs traditionnels. Ce sont les mêmes. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas. C'est une mouvance qui accompagne tous les régimes quels qu'ils soient. Parce qu'eux, ils ont besoin des régimes pour vivre, et les régimes pour vivre ont besoin d'eux. Donc, c'est des chefs de tribu, c'est des chefs de fraction, des chefs de... etc., etc., etc. Et puis, vous avez les influenceurs tribaux. Les influenceurs tribaux, c'est quoi? C'est peut-être pas forcément un chef de tribu, non? C'est peut-être parfois un ministre. Parce qu'il y a des ministres qui sont des influenceurs tribaux, qui ont une puissance extrêmement forte qui peut apporter quelque chose dans les élections présidentielles. Parce que, bon, je ne sais pas, moi je vais donner un exemple du ministre de la Défense. L'actuel ministre de la Défense, lui, son poids tribal est très important. Peut-être très important par rapport au poids tribal d'autres ministres, qui ne sont pas des poids légers, évidemment, mais s'ils sont des poids lourds, mais il est plus lourd parce que vous savez, c'est peut-être quelqu'un qui a derrière lui toute une région. Vous avez les personnalités publiques religieuses. Bon, je n'ai pas besoin de citer leur nom. Ils pensent plus au président qu'au bon Dieu. Parce que, il faut dire aussi que quelquefois, pour être juste, que quelquefois, ils pensent plus au président de la République qu'au Dieu, parce qu'eux aussi, c'est des religieux. C'est vrai, mais aussi, c'est des politiciens, parce que des chefs religieux, à la fois religieux et politiciens, il y en a quand même dans ce pays. Vous avez les activistes politiques de proximité avec la population. Aussi, qu'il faut mettre à l'actif de l'actuel président. Quels sont les activistes politiques de proximité? C'est des gens qui ne sont pas des ministres,
qui ne sont pas des hommes d'affaires, qui ne sont même pas parfois des responsables dans ces pays, non. C'est des hommes ou des femmes qui commandent un groupe ou des cellules politiques qui sont organisées au sein d'une mouvance qui travaille pour la majorité. Et ces influenceurs de proximité, ça peut être un manœuvre qui décharge des véhicules, ça peut être une femme qui vend les carottes, parce que c'est des gens qui sont aidés par le pouvoir, par leur présence sur les registres des filets sociaux, et c'est des gens que le gouvernement apporte beaucoup de soutien, et en retour, évidemment, il apporte le soutien au gouvernement. Et puis, vous avez, pour cette campagne aussi, en faveur du président, cette masse de la population dont je viens de parler, qui sont dans les quartiers populaires et les quartiers pauvres, ce sont des forces politiques, c'est des votants qui sont conditionnés par l'assistance du gouvernement de façon continue et du régime de façon continue, quel que soit ce régime. Donc c'est un héritage de profit qui continue de façon éternelle. Et il y a des éléments dans le gouvernement qui ont joué un rôle extrêmement important pour maintenir donc cette masse de votants rattachés au pouvoir en place. Vous avez donc la commissaire à la sécurité alimentaire, l'actuelle commissaire à la sécurité alimentaire, qui fait une politique extrêmement importante et extrêmement payante pour le gouvernement en place par des activités qu'elle mène, des activités pour ces populations vulnérables des quartiers pauvres, et qui soient pauvres partout dans toutes les régions du pays. Et puis vous avez la ministre de l'Action sociale, l'actuelle ministre de l'Action sociale, qui depuis qu'elle est au pouvoir elle travaille de toute façon pour répondre donc à la lettre de mission qui lui a été confiée, mais il fait aussi un travail important de proximité à ces populations qui sont pauvres, parce que ce sont ces populations qui en masse votent, et dont le vote peut être déterminant dans les élections, qu'elles soient des élections présidentielles ou que ce soit des élections législatives. Et puis vous avez la ministre de l'Emploi, Mtamedna. Mtamedna, et je l'ai dit dans la chronique passée, c'est, si vous voulez, un peu la représentante de la première dame dans la commission qui a été mise en place. Mais elle-même, c'est un poids politique extrêmement lourd. Mtamedna est un poids politique extrêmement lourd, parce que d'abord, c'est une dame qui est extrêmement crédible, extrêmement respectable et extrêmement respectée, et qui a de l'influence un peu partout, qui tend des tentacules aussi bien sur la capitale à Nouakchott qu'à la région à laquelle elle appartient. Et puis, à cela, il faut ajouter les grands influenceurs sur les votants des masses à l'intérieur des régions. Moi, je ne peux pas les citer tous, mais je vais donner en vrac quelques exemples. Par exemple, dans la région de Trarza, vous avez Bamba Draman, l'actuel maire de Rosso, qui est une personnalité publique politique qui joue un rôle important. Bon, on ne peut pas l'évaluer, ce rôle important, parce qu'il ne peut pas rivaliser avec Mohamed Val, le directeur des bacs de Rosso, qui est une personnalité politique très forte et qui a évidemment une masse de votants très importante. Et pourquoi j'ai commencé par le Trarza? Parce que le Trarza, c'est des élections qui n'ont pas une expression de la région du Trarza, ce sont des élections qui peuvent être vouées à l'échec, parce que c'est une région où la tradition du vote est connue, et elle est importante pour toute élection. Vous avez par exemple dans le Gorgol, je l'ai dit la dernière fois, Cham Amadou Tidiane, ce jeune garçon très compétent, qui a, depuis qu'il est à la tête de l'établissement dont il a su la direction,
a lutté pour renverser la tendance dans une partie du Golgol et particulièrement dans le département auquel il appartient. Et il a gagné une bataille qui est importante et d'ailleurs qui va se faire sentir dans les résultats des élections. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le Trarza, peut-être je suis passé rapidement sans le dire, vous savez, Boydjel. Boydjel, bon, c'est un homme politique qui souffre le chaud et le froid, selon les objectifs qu'il vise. Mais son chaud et son froid, il le souffre toujours, évidemment, en faveur du parti au pouvoir, parce que c'est une longue tradition entre Boydjel et les partis au pouvoir, c'est le blanc et le noir de l'œil très confondus. Vous avez dans le Tagan l'actuel ministre des Finances, Isselmou Ouelmam qui pèsent de leur poids, donc, pour ces élections présidentielles, et qui sont soutenus par un homme d'affaires extrêmement puissant, donc Isselmou Tajedine, qui est un élément clé dans ces élections, parce que c'est l'un des gros bailleurs de fonds. على ذي التلميذ استوى سقط لمزالك شيخ الله الله جننا رسلي بسيل مفعمي هكذا والمراجع بسحتاح بالليل منها عيون وبذ الغاب ما يسير السكوم احسن عمر احسن عدبوه حدبع محمد الله لا اله الا الله لا اله الا الله قطعي من سلمى سلمى Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et si nous partons du principe que, d'abord, Qazouani part favori, parce qu'il a les moyens, il a des chefs d'état-major puissants, il a une longueur d'avance dans l'expérience des élections qui se déroulent, et il ne faut pas oublier aussi quelque chose de très important, que les généraux du parti INSAF sont des généraux extrêmement puissants. Vous avez Melanin Dankoulayi, qui est le président du parti de l'INSAF. Vous avez Sidi Mohamed Oulmaham, je l'ai toujours dit. C'est un homme politiquement extrêmement puissant et qui est incontournable. C'est un ingénieur de montage politique en faveur donc, des régimes en place, parce que les régimes sont les régimes du parti de la majorité, et lui, il est né, il a évolué dans le parti de la majorité. Vous avez Yahya Waqf, qui est aussi un élément important, comme Sidna Sokhna, comme le Khoury ou l'Abdel Moula, Moutem El Haj, Aynina Ouliyi, ça c'est l'équipe traditionnelle des soutiens au régime en place. Donc, le président Qazouani, lui, il a en face de lui donc 7 candidats. Comme je l'ai dit, sur les 7 candidats, il y a 4 candidats qui sont des poids très légers. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils sont très légers parce qu'ils ne sont pas connus, parce que peut-être ils se présentent pour la première fois, et peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment
des votants derrière eux déjà acquis, parce que dans ce pays, les votants n'appartiennent à personne, ils appartiennent à leur propre intérêt. Et comme les intérêts pour les votants sont beaucoup plus importants quand ils s'accrochent à la majorité que de s'accrocher à des aventuriers politiques, comme les 4 poids plumes dont j'ai parlé de ces élections, n'empêche que le président Ghazouani, il a en face de lui, il y a quand même 2 éléments qu'il ne faut pas négliger. Donc l'Eid et puis Biram Daoul Abeid. Biram Daoul Abeid, c'est malheureusement, ou c'était plutôt, il faut être plus exact, un poids lourd des élections. Mais il a été très affaibli par donc, un certain nombre de facteurs qui ont fait de lui un homme qui est pratiquement abandonné par sa masse des électeurs. Et Eid, qui est candidat, va essayer de lui prendre peut-être les gens qui tournent le dos à Biram Daoul Abeid. Et en définitive, lui, Eid, il joue un peu au trouble fait. Et il joue au trouble fait parce que dans ces élections, il ne peut pas avoir un deuxième tour. Il ne peut pas avoir un deuxième tour. Quitte à utiliser l'artillerie lourde qui est cette fraude qui est incontournable. Et puis le rôle que peut jouer le président de la CENI pour ne pas être très regardant sur certaines anomalies qui se passent dans les élections présidentielles. Même s'il faut mettre l'artillerie lourde, le président Ghazouani ne peut pas accepter donc, de passer à un deuxième tour. Il ne peut pas accepter de passer à un deuxième tour parce que d'abord, il va de sa crédibilité, lui, politique. Ça veut dire que s'il part au deuxième tour, cela veut dire que les votants donc, lui tournent le dos. Et son état-major ne peut pas accepter cette situation. Il ne peut pas accepter cette situation. Donc, la bataille va être très rude, bien qu'elle ait gagné d'avance pour Ghazouani. Mais il faut peut-être que j'ajoute, moi personnellement, et c'est un commentaire tout à fait personnel, pour dire que il faut que les Mauritaniens comprennent quelque chose. Que ces élections présidentielles se déroulent dans une époque où la Mauritanie est dans une situation géopolitique qui demande à ce que un homme qui a la poigne pour tenir les rênes du pouvoir le soit. Et là, je dois avouer franchement que même si pour beaucoup le président Ghazouani n'est pas le bon président, et s'il est pour beaucoup d'autres le président exactement qu'il faut, les avis sont partagés. La Mauritanie a besoin d'un homme qui peut lui assurer la paix, la sérénité et la quiétude, surtout en ce moment où, il faut le dire, notre pays est menacé. Je l'ai toujours dit, notre pays est menacé. Il est menacé par certaines positions politiques qu'il a prises par des positions politiques qu'il a prises ces derniers temps. Il est menacé par les problèmes d'insécurité qui se posent dans la région, et il est surtout menacé par des problèmes qui sont des petits problèmes, mais qui s'ajoutent les uns aux autres par rapport à la situation que connaissent le Mali et la Mauritanie, surtout dans le domaine de la sécurité et par rapport à la frontière. Il est bon de rappeler que dans ces circonstances, la Mauritanie doit se confier à quelqu'un qui est capable de la diriger, qui est capable donc de mener à bien sa politique, mais surtout la politique sécuritaire, parce que sans la sécurité, sans la paix, sans la sérénité, un pays ne peut pas avancer. Et moi, je ne vois pas vraiment, réellement, quelqu'un qui pourrait avoir à lui et détenir et maîtriser cette
s'occuper de la question si ce n'est le président Ghazouani. Ce n'est pas de la publicité pour le président, non, parce que le président est quand même, si vous voulez, le manœuvre de la politique de sécurité et de sérénité que connaît la Mauritanie. Et je crois qu'il ne faut pas s'aventurer, je pense qu'il ne faut pas s'aventurer à négliger ce détail qui est extrêmement important. Je vous retrouverai dans la troisième et dernière chronique de ces élections présidentielles. Je vous remercie depuis Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Demba Joda, Wadel yo Demba Kaumiram.